Mon beau petit pack d'amour, Oui, es-tu prêt? je suis prêt à représenter le peuple. Allons-y. Gabriel Rioux. Par rapport à Suzuki, j'ai l'impression que votre confrontation sur son niveau en tant que premier centre vient surtout du fait que Suzuki ne semble pas avoir une ou deux aptitudes extrêmement élites comme Simon M. C'est-à-dire que son coup de patin ou ses mains, par exemple, ne ressortent pas du lot. Par contre, je crois que c'est aussi pourquoi il est autant sous-estimé. Personnellement, je me range un peu du côté de Mathias car je crois qu'il a une vision élite, mais que ce trait est plus difficile à évaluer. Est-ce que je me trompe? J'ai un petit truc à ajouter à cet excellent commentaire. Ah, oui? Oui. Excellent commentaire. OK. Il y a des mains. Il y a des mains. Ouais. Vas-y, là, débrouille-toi. J'ai rien à ajouter. Mais non, mais c'est sûr que là, avec toutes tes... Mais je vais répondre quand même à la question. Est-ce qu'une vision élite est un trait plus difficile à évaluer? Je dirais non. C'est pas plus difficile à évaluer. OK. Alors ça, je réponds à la question. Bon. De toute façon, il n'y a rien à faire avec toi. Il n'y a rien à faire avec moi. C'est pas grave. Pour moi, c'est parce que... T'es pas parfait, hein? Non, c'est pas ça. C'est que je l'ai expliqué 275 000 mais... fois. Oui, mais c'est... Il est le meilleur attaquant du Canadien. Pour moi, Suzuki n'est pas le meilleur attaquant d'un club dominant. Point. C'est pas McKinnon, c'est pas McDavid. On Non. est d'accord. Ben, c'est ça. Il est pas loin de Patrice Bergeron de ce temps-là. Whatever. Tu vois, il est bouche bée. Marco Saint-Yves. Bonjour Simon. Que penses-tu de Ryan McLeod, joueur de centre gaucher des Sabres? Serait-il une bonne option au centre pour le CH? Oui et non. Ça dépend qu'est-ce que tu veux faire avec lui. Si tu cherches un deuxième centre, la réponse est absolument non. Parce que Ryan McLeod, bien qu'il soit très rapide, il soit physique, très impliqué, c'est pas un joueur au talent offensif exceptionnel. Mais si tu me dis comme troisième centre d'un club champion, la réponse est oui. Mais à ce compte-là, pourquoi Buffalo l'échangerait alors qu'ils viennent d'aller le chercher à Edmonton et qu'ils ont donné quand même un espoir, Mathieu Savoie, en retour? D'après moi, une transaction nettement à l'avantage des Sabres. Justement, Alors, McLeod a ouais. un trait distinctif. C'est un rare bon échange de Kevin Adams. En effet. René Lefrançois. Est-ce que le repêchage 2026 peut ressembler au repêchage 2013? Gavin McKenna semble le numéro 1 avec certaines interrogations. Ça me fait penser à 2013 quand Nathan McKinnon était premier avec des interrogations. Je me souviens que des gens se demandaient si Nathan était vraiment un premier choix. En effet, moi le premier. On semble oublier que Nathan McKinnon, ce qui est arrivé dans son cas, c'est que alors qu'il est arrivé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 2011, il était vu comme une toute petite coche en dessous de Crosby. Deux gars qui venaient de la même Région. même région, près d'Halifax. Et McKinnon qui patinait comme le vent, et capable de faire des jeux à pleine vitesse. On le voit d'ailleurs aujourd'hui avec l'Avalanche. On le voit depuis bien des années. Les interrogations sont venues du fait que à sa dernière saison junior, oui, il a été excellent, mais il y avait des points d'interrogation sur son jeu également dû au fait que Jonathan Drouin jouait avec lui. Et Jonathan Drouin en série avait été fantastique, supérieur même à McKinnon. Alors, il y en a qui se demandaient, est-ce que Drouin n'est pas peut-être le gars à choisir? Et au sommet de la pyramide, écoute, c'était fort. Tu avais aussi Barkov. Oui. Tu avais Seth Jones. Seth Jones. D'ailleurs, bon, excusez d'y faire référence au livre, mais il y a un chapitre où j'explique que l'Avalanche voulait Barkov, qui n'aurait évidemment pas été un mauvais choix. Ouais. Et c'est Patrick Roy qui est arrivé dans le meeting, qui a mis son poing sur la table, puis qui a dit « c'est McKinnon ». Bien, Patrick Roy était l'entraîneur des Remparts de Québec les deux dernières saisons de McKinnon. A été éliminé par McKinnon. Exactement. Alors, lui, quand il est arrivé au Colorado en 2013, il y avait une opinion ou des informations de première main. Et Tourigny aussi. André Et Tourigny aussi, qui coachait contre eux. À Rouyn-Noranda et qui était devenu l'adjoint de Patrick Roy au Colorado. Ouais. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ça a été une bonne idée. Barkov, ça aurait très bien fait l'affaire, mais McKinnon, après peut-être couple d'années peut-être difficile, là, il avait gagné le trophée Calder, mais après une couple d'années difficile, lors de l'échange de Matt Duchesne, il est devenu le centre numéro 1 de l'équipe et il n'a plus jamais regardé en arrière. Et je l'ai mentionné il y a quelques mois, dans l'ancienne mouture aussi, il y a un moment, puis McKinnon l'a admis l'an dernier ou l'année d'avant, il dit « Je me suis pris en main et là, j'ai compris c'était quoi être un joueur de hockey, puis j'ai vraiment pris ma carrière plus au sérieux. »
Il semblerait que c'est un maniaque de la forme physique, l'alimentation et tout. Il chicane même ses coéquipiers des fois quand les gars mangent un sac de chips. Fait qu'il s'est réveillé à temps. Ouais. Oh, oui. un gars, regarde, lui et McDavid, c'est pas mal les deux meilleurs joueurs de la Ligue nationale depuis quelques années. Avec McCarr aussi. Et Suzuki. OK. Je niaise. J'espère. Ben oui. Thomas Ferland. Question pour le serpent. Je casse les oreilles à mon entourage depuis 3 ans parce que j'ai une fixation sur Colby Barlow. Tiens. Boy. Repêché par Winnipeg en 2023 en première ronde. J'aimerais savoir ce que tu penses de sa perte de régime cette année avec le Moose et de son rôle dans une équipe dans le futur. Comment tu peux avoir une fixation sur Colby Barlow? Ben moi, j'en ai une sur Trevor Connolly, j'en ai une sur Quentin Musty. Tu ris de moi avec ça. Colby Barlow, c'est un choix de première ronde. Connolly, on le sait qu'il va être bon. Là. Ben non, mais Colby Barlow, c'est un choix de première ronde qui faisait des 40 buts dans le junior. Arrête de te moquer de Ryan White Thomas. a fait des 50 buts dans le junior, là, ou des 40 buts. Là. Thomas, c'est pas méchant. Là. Pas méchant. Non, moi je comprends pourquoi il aime Colby Barlow. Alors, je vais répondre à sa question sans porter de jugement. Fâche-toi pas. Non, mais je n'aime pas quand tu portes des jugements. Moi, je te challenge. Sur les goûts et des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Moi, j'aime le Sarcelles, Thomas aime Colby Barlow, on ne discute pas de ça. Si je challenge Simon, je peux challenger Thomas aussi. Tu peux challenger Thomas, mais regarde, je t'explique pourquoi il aimait Colby Barlow, c'était un scoreur. Alors, peut-être que dans ses poules de hockey, là, il l'a dans son keepers, là, puis il se demande ce qui se passe. Poules de hockey de la Ligue américaine. Bon, Colby Barlow, 20 ans, a joué 21 matchs cette année, il a eu 2 buts, 3 passes. Alors, on comprend... En combien de matchs? En 21 matchs. Okay. Alors, ça, vraiment, c'est... Pas bon pour les poules. Non, mais je veux dire que c'est énigmatique pour moi. Parce que je l'ai regardé jouer, puis j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe avec lui. Il a 22 lancés. Il y a 2 buts en 22 lancés. Donc, on parle quand même d'une moyenne de 9%. C'est peut-être en deçà de ce qu'il pourrait faire, mais on ne parle pas d'un gars qui a 2 buts en 60 lancés. S'il y avait 2 buts en 60 lancés, je te dirais, la loi de la moyenne va faire en sorte qu'à un moment donné, ça va se mettre à rentrer. Comme on dit l'inverse de certains joueurs qui ont 28%, que ça va baisser. Il joue 11-12 minutes par match. Ça n'aide pas. Est-ce qu'il mériterait de jouer plus? Regarde, Colby Barlow, je pense que la préoccupation qu'on avait à son sujet avant son arrivée, son repêchage, c'est que ce n'est pas un gars très créatif. C'est pas un gars qui fait des jeux. Et dans la Ligue américaine, en ce moment, il y a beaucoup de jeux qui meurent sur son bâton. Ouais. C'est un marqueur. Et le problème, c'est que de plus en plus, on a l'impression qu'il va devenir un marqueur unidimensionnel. Ces gars-là peuvent avoir quelques saisons dans la LNH où ils vont faire un 25-30 buts. Mais en général, c'est rare qu'un marqueur unidimensionnel va avoir une carrière de 13 à 15 ans. On se souvient à l'époque, le Canadien, il y a peut-être 10-15 ans, Michael Ryder, qui avait une couple de saisons de 30 buts, mais... Écoute, il est passé par le East Coast. Oui, ça a flétri assez vite. Regarde, je te dis pas que Colby Barlow va devenir un Michael Ryder ou non, là, mais c'est sûr que c'est ça qui m'a déçu un petit peu dans son jeu cette année. Tu vois, le gars, il rentre à la ligne bleue avec la rondelle, puis souvent, il va la domper, ou ben non, il ne saura pas quoi faire. Mais ensuite, quand il rentre en zone adverse et qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend le relais, là, il se place bien pour prendre un lancer. Alors, peut-être qu'il y aurait avantage. Peut-être dans la LNH, s'il joue avec un meilleur joueur de centre, peut-être que ça pourrait marcher. Regarde, il y a 20 ans, il y a 21 matchs de jouer. Je ne lance pas la serviette sur un attaquant qui a fait des 40 buts dans la Ligue de l'Ontario après 21 matchs. Mais l'an prochain, ou après Noël ou l'an prochain, si ça ne décolle pas plus, là, Thomas, il va falloir que tu commences peut-être à arrêter de casser les oreilles de ton entourage. Mais c'est dur quand même quand tu dis que les jeux meurent sur sa palette. C'est un peu comme les jeux de mots qui meurent sur tes lobes d'oreilles. Oui. À peu près, oui. Hein? C'est une bonne... Puis flétri, j'ai bien aimé ça pour un balado de hockey. Bravo. Oui. De temps en temps, j'aime ça, sortir des gros mots, comme on dit. Bon. Ouais. Thomas, je pense que tu as été bien servi. Du moins, je l'espère. Prochaine question de Guillermo. Question pour le serpent. Étant donné le manque de profondeur au centre chez le Canadien et la pénurie de joueurs de qualité à cette position sur le marché des échanges, il semble que repêcher un autre centre, malgré la présence de Michael Hage, soit la meilleure avenue. Izarovski.
Pourriez-vous nous présenter un aperçu des meilleurs joueurs de centre en vue du prochain repêchage? OK, c'est intéressant. On ne sait pas encore où est-ce que le Canadien va choisir. Ça pourrait être 23e comme ça pourrait être 14e. Oui, oui. Et il y a une grosse différence entre les deux. Alors, pour répondre à ta question, bon, je ne passerai pas à travers tous les joueurs de centre qui vont être repêchés dans les 30-40 premiers parce que cette année, il y en a quand même pas mal. Il pourrait y en avoir au moins 8 ou 9. Est-ce qu'ils vont tous rester au centre dans la LNH? Ça, c'est pas garanti. Il y a 2 gars, d'après moi, qui se démarquent. Il y a Tynan Lawrence, qui joue dans la USHL en ce moment. Ça, c'est un gars qui a d'excellentes mains, un bon coup de patin et offensivement, c'est probablement le joueur de centre numéro 1 du prochain repêchage parce que la majorité des joueurs qui vont partir au début, comme McKenna, Stenberg, sont des alliés. Même si parfois on a l'impression que c'est des joueurs de centre, ce sont des alliés. Un gars qui est en train de vraiment monter dans les classements, et c'est Caleb Malhotra, le fils de Manny. Caleb Malhotra. Manny Malhotra était un joueur plutôt défensif dans la LNH, mais Caleb a les mêmes qualités responsables de son père défensivement, mais il est également pas mal meilleur offensivement. Malhotra, je ne serais pas surpris qu'il soit un choix top 10. Alors, probablement, il ne sera pas disponible pour le Canadien. Je ne sais pas s'il parle français, parce que son père, c'est surprenant, oui. Son père parle un français impeccable. Ah, ça, c'est pas impossible. Ouais. Comme Michael Hodge. Ah, je parle français. Oui, parle français. Oui. Alors, j'ai fait mon effort de guerre avec Guillermo. Oui. Alors, pour terminer avec Guillermo, dans les gars peut-être un peu plus loin en première ronde ou en deuxième ronde, Maddox Dagenet, des Remparts de Québec, le fils de Pierre. Moi, je pense que c'est un gars qui est très bon dans les deux sens de la patinoire. Il est hargneux et il a un bon talent offensif. Alors ça pourrait être un cas intéressant pour le Canadien un peu plus loin. Jack Extall. Jack Extall qui joue dans la USHL. Moi, j'aime beaucoup Jack Extall. Pas le fils de Ron, toujours? Non. Lui, il a vraiment son niveau de compétitivité est vraiment très élevé. En plus d'être un bon talent offensif, il joue en ce moment dans la USHL avec mon ami Cooper Simpson. Ah bon. Alors, deux autres noms que je veux mentionner. Ilya Morozov, qui joue dans l'NCAA. C'est le plus jeune joueur de l'NCAA. Il joue au centre. Devrait être choisi en fin de première ronde. Bon talent offensif, capable de jouer dans les deux sens. Il devrait rester au centre. Et un gars que je vais aller voir à Trois-Rivières la semaine prochaine, si la météo le permet, Oscar Olmertz, qui va être au championnat mondial junior. J'en ai parlé dans l'épisode régulier. Alors voici, j'ai fait le tour là, à peu près des 6 meilleurs centres, mais il pourrait y en avoir 8 à 10 qui vont être choisis en première ronde. Il y a des années, comme 2018, où il n'y en a pratiquement pas. Il y a des années où il y en a plus. Alors, il n'y a pas nécessairement de Connor McDavid cette année, mais je pense qu'il y a des bons joueurs de centre à aller chercher. Alors, le Canadien pourrait être tenté. Et là, à mon âge, évidemment, je vais demander Morozov, est-ce que c'est le fils de, tu sais? Oui. À ma connaissance, non, mais tu iras sur Elite Prospect, Mathias, et peut-être que tu pourras avoir d'agréables surprises. Ah, ils disent les liens familiaux? Ils les donnent, les liens de parenté. Oui, mais mon nom n'est pas encore marqué comme père de Trevor Constance. Mais j'ai une page sur Elite Prospect, croyez-le ou pas. Il y a quelqu'un qui en a créé une. Non. Lorsque j'étais recruteur au Cap-Breton. Mais on ne l'a pas mis à jour. Alors, il n'y a personne qui parle de Gatineau en ce moment. Il faudrait la mettre à jour. Avis aux intéressés. Il faudrait la mettre à jour. Parlant de Ron Extall, tu savais que Pag porte la moustache en l'honneur de Ron Extall. Exact. Ben oui. D'un gardien à l'autre. Oui. Où est-ce que tu vois ça? Je suis sur la page d'Ilya Morozov. Non, mais il n'y a peut-être pas de lien de famille. S'il n'y en a pas, ils ne disent pas, c'est ça. Quand il y a un lien, ils vont dire father, uncle, quelque chose comme ça. Je vois. Comme les Cullen, le Wyatt Cullen, c'est là que j'ai vu que c'était le fils de Matt. Et d'ailleurs, coïncidence que je parle de Wyatt Cullen, plus tard dans les questions, il y a quelqu'un qui me parle d'un autre fils de Matt Cullen, Joey Cullen, qui a 15 ans. On est vraiment... on est très niché dans cette portion. POC 89. Je pense qu'on sous-estime à quel point le timing d'une reconstruction peut avantager ou désavantager un club. Oui, le CH a bien repêché, bien transigé et bien signé ses joueurs. Mais ils ont aussi reconstruit au parfait moment. Ils arrivent juste à l'aube d'une grosse augmentation du plafond salarial, quelque chose que personne ne voyait venir à ce point. Et grâce à ça, des contrats qui ont déjà l'air de vol comme Suzuki et Caulfield sont déjà avantageux et ont établi une structure salariale interne. Mais attention, je ne minimise pas le travail de Hughes. À l'inverse, les équipes qui commencent maintenant leur reconstruction vont devoir négocier les méga extensions de leurs jeunes vedettes, ce qui va compliquer leur vie.
J'aimerais vraiment entendre le Snake jaser de ça. C'est Monsieur Puck, c'est rare qu'on voit la reconstruction du Canadien sous cet angle-là. Ouais. Que le timing, ils ont été avantagés par le fait que le contrat de Suzuki était déjà signé. Et il y a aussi, par contre, le fait que Hughes a aussi été proactif. Pour Slavkovski, Caulfield, Hudson et compagnie, il aurait pu attendre. Puis il les a quand même... je sais que le timing est bon. Oui. Mais tu sais, Madison, à 6 millions pour 5 ans, c'est un bon contrat. Ouais. Hudson, on s'attendait à ce qu'il fasse beaucoup plus. Montembeau, tu sais, à Calgary, ils sont énervés avec Dustin Wolf, 7 ans, 7 millions. Montembeau, ça a été 3 ans ou 4? 3 ans. 3 ans à 3 points quelques. Oui. Tu sais, il a quand même été sage. Jake Evans, il n'a pas écouté PAG. Tu sais, il n'a pas donné 4 millions par année pour 5 ans. Fait que, tu sais, il a été sage aussi, là. Mais c'est aussi vrai qu'Anaheim, Leo Carlson, ben, il va coûter plus cher qu'il aurait coûté si Bon point. il avait été repêché Bon il y point. a 5 ans. Bon point. Aussi. La même chose pour, comment il s'appelle, l'autre, pas Seneca, là, mais l'autre vedette à Anaheim, Gauthier. Gauthier. Ouais, t'as oublié un de tes Non, non. fils. Oui, c'est ça. Alors oui, les Sharks avec Celebrini, il y a 3-4 ans, n'aurait pas eu le contrat qu'il va avoir l'été prochain. Alors oui, alors pas 89, vous avez totalement raison, mais on peut dire également que Hughes a bien utilisé cet avantage-là et semble continuer de le faire, même si le plafond augmente. Tu as donné l'exemple de Madison et Hudson. Parenthèse pour Cutter Gauthier, l'année du repêchage de 2022, pendant l'hiver précédent, là, 6 mois avant, le Serpent ici, il y avait 2 joueurs qui jouaient sur le même trio. Coulé-Gauthier. Puis il me disait, je vais voir Cooley, puis c'est juste Gauthier que je vois. Ouais. T'en rappelles, hein? Tu me Ben disais oui. ça. Ben oui, je m'en rappelle. C'est bon que tu t'en rappelles aussi. Ben, puis c'est bon de le rappeler aux auditeurs, j'imagine aussi. J'adorais Gauthier. Ouais. Puis cette année, on peut dire vraiment c'est une éclosion. Je vais le répéter là, d'ici le 15 décembre. Puis j'aime ça me répéter puis radoter un peu. Là. Pas tant. Je vais aller voir 3 matchs des Ducks à Anaheim, entre Noël et le jour de l'an. Alors, au retour des fêtes, il va y avoir un rapport complet. Parce que je devine que tu prends toujours Gauthier avant Cooley. Oui. Une chose que Dostal est là, par exemple. Juste dire ça. Louis Pringle, Ah oui, en je lien vais avec la regarder. question sur les joueurs ayant connu les meilleurs passages en NCAA, j'aimerais entendre l'évaluation du Snake quant à Paul Carrier lors de son année de repêchage. Ah, ben tiens, je pense que le segment Retour vers le futur fait des petits. Ben oui, toi. Il y a des intérêts qui... il y a des joueurs qui ressuscitent. Paul Carrier, à ce moment-là, qui était probablement un des meilleurs joueurs d'histoire de la NCAA, il est allé jouer à l'Université du Maine au lieu d'aller jouer au hockey junior dans l'Ouest. Et puis, Paul Carrier, ce qui était formidable, c'était son coup de patin, ses mains. Tu sais, c'est un gars, probablement, que, surtout à l'époque, s'il avait été un petit peu plus grand, il a été choisi 4e, il aurait probablement fait concurrence à Alexandre Daigle pour le premier choix. Et d'ailleurs, puisque tu en parles, excusez-moi de faire encore référence au livre, mais je parle à Alexandre Daigle dans un chapitre, Oui. qui est classé premier, qui est pas mal confiant, qui connaît Pronger, mais Ouais. arrive au camp de l'équipe canadienne junior, mais tu le luttes aussi. Il voit Carrier à Batinoir, fait « Oh, OK, je suis plus tout seul. » Malheureusement, il y a eu des commotions, Paul Carrier. Et puis... François Leroux, hein, je pense qu'il l'a... Oui, puis plusieurs autres fois. Puis, tu sais, il y avait un petit physique. Puis, c'est dommage parce que Carrier, je pense, aurait pu devenir un des grands joueurs de l'histoire de la Ligue. Ben, c'est un peu un Patrick Kane de son époque. Oui, en effet. En effet. Patrick Kane est une bonne comparaison. Thomas Gentilcorps. Thomas Gentilcorps? Gentilcorps, comment ça se prononce? Gentilcorps, je crois. Gentilcorps. Ouais. Sachant que Bryce Pickford évolue dans la WHL, une ligue où les défenseurs offensifs sont souvent surévalués par les experts selon le Snake, comment le Snake évalue-t-il son début de saison et ses chances de faire le Canadien un jour et dans quel rôle? Et pas seulement les défenseurs, les attaquants Oui, aussi. les attaquants aussi. Mais les défenseurs offensifs, c'est sûr que je pense qu'il y a bien des fans du CH qui sont échaudés suite à Josh Brook, qui avait une excellente saison à 19 ans et qu'on voyait, on avait porté au nu. On y a jamais cru, nous deux, là. Non, on n'y croyait pas, mais il y en a beaucoup qui croyaient que ça serait un défenseur top 4 à Montréal et un spécialiste du jeu de puissance. Évidemment, on parle avant que Lane Hudson soit repêché et tout, là, ça fait quand même plus longtemps. Mais Brook, on voyait beaucoup en lui. Pas moi. En KHL, en passant, maintenant. En KHL, oui.
Bon, Bryce Pickford, c'est un gars qui, à l'âge de 17 ans, n'a pas été repêché parce qu'il il jouait très peu pour une équipe très forte. L'année passée, il se retrouve encore avec une équipe forte à Medicine Hat. Mais là, il a vraiment attiré l'attention des recruteurs après un jeu en séries éliminatoires incroyable. C'est une machine à compter des buts. Il a encore une très bonne fiche cette année, normale à 19 ans. Alors, je trouve que regarde, c'est un choix de troisième ronde. Un choix de troisième ronde, il faut toujours que nos attentes soient très basses. Un peu comme les choix de 3e, 4e, 5e ronde des Jets de Winnipeg. Exactement. Mais Bryce Pickford, comme les choix de 3e, 4e, 5e ronde de Winnipeg, il y en a qui ont une chance de faire la Ligue nationale et je crois que Pickford en est un. Est-ce que ça va être à Montréal? Ça, c'est une autre paire de manches. Moi, je crois qu'à Montréal, éventuellement, tu vas avoir, comme à Anaheim, 3 défenseurs offensifs, 3 défenseurs défensifs. Et Pickford, bien qu'il soit correct défensivement, c'est quand même plus un défenseur offensif. Est-ce qu'il va avoir de la place pour lui? Tu sais, là, déjà, Madison est sous contrat, Hudson est sous contrat. Là, on présume que Reinbacher va avoir bien, là. une carrière. T'as-tu vu Laval dernièrement, toi, mon pag? Je peux aller voir, mais j'ai vu les faits saillants en fin de semaine, par exemple. Puis, tu retournes bientôt? Oui, ça me tente. Le jeu qu'il a fait, c'était extraordinaire sur le powerplay, je veux dire comme ça. Là, il commence même à jouer d'utiliser sa créativité et son mouvement pour effectuer des lignes de passe, puis c'est impressionnant. Moi, je pense que la performance d'Engstrom et la santé de Goulet peut influencer l'avenir de Bryce Pickford à Montréal. Parce qu'en ce moment, c'est sûr qu'il est bien en arrière de tous ces gars-là. Mais j'ai hâte de le voir à Laval l'année prochaine. Simon Tremblay. Allô, Snake. Parle-nous de Victor Klingsell. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Choix de 5e ronde des Jets en 2025. Il a 27 points en 15 matchs dans une ligue junior de Suède. Est-ce que ça peut se comparer aux juniors canadiens ou est-ce un niveau à laquelle il ne faut pas porter attention? T'en as parlé, je pense, de la ligue junior suédoise. Oui, j'en ai parlé. Je t'avoue que je ne l'avais pas sur mon radar. Victor Klingsell, 5 pieds 9. Alors, c'est sûr que ça a contribué au fait que il n'a pas été repêché plus haut parce que je me souviens qu'à ce temps-ci, l'année passée, il y avait des listes qu'il avait dans fin première, deuxième ronde. Finalement, il a chuté. Donc, c'est un joueur qui est très, très talentueux. 1 point par match l'année passée. Là, il est à 2 points par match dans la Ligue junior de Suède. Il a joué 5 matchs dans la Ligue senior. Finalement, la SHL, la grosse ligue. Première. Là. Oui, la première ligue. Il y a un but, mais il n'a pas joué beaucoup. Regarde. Il n'y a pas un auditeur qui t'a rappelé aussi que le fameux Philippe Eriksson ne jouait pas dans deuxième, mais dans première division. Hein? Oui. Ça ne change pas grand-chose à ton opinion, là, mais... Non, ça ne change pas grand-chose à mon opinion parce que Klingsell et puis Eriksson, ça ne se compare pas. Ils n'ont pas du tout le même âge. Klingsell qui est beaucoup, beaucoup plus talentueux. Alors, est-ce que ça peut se comparer aux juniors canadiens? La réponse est non, non et non. Victor Klingsell n'aurait pas 2 points par match dans les ligues juniors canadiennes, mais je pense que il ferait bien. Est-ce qu'on va le voir au championnat mondial junior cette année? C'est une possibilité. On le souhaite. À 18 ans, j'aime ça, évaluer les joueurs. 19 moins, mais à 18, j'aime ça. Amenez donc ça à Gatineau, là. Ah. Je dis ça. Why not? Hein? Moi, je pense qu'il serait bien mieux dans la LHJMQ à Gatineau que dans la Ligue junior de Suède. Mais bon, chacun fait ses choix dans la vie. Regarde, pour un choix de 5e ronde, c'est un gars... c'est pas un gars que tu peux complètement ignorer, mais il demeure quand même un long shot. Alex Bernier. Snake, pouvez-vous nous donner des nouvelles à la progression de Liam Greentree? Et est-ce qu'il y a d'autres espoirs à surveiller chez les Kings ou bien la source s'assèche? Je trouve ça intéressant, puis je vais te laisser répondre parce que c'est pas moi qui va répondre, mais ce qui est intéressant, il y a tout le temps un lien avec Montréal, c'est que le Canadien a donné un choix de 2e tour supplémentaire pour s'avancer, repêcher H. Ils ont donné ces choix-là à Los Angeles, qui ont repêché Greentree. Puis ils sont allés chercher le gardien aussi au 2e tour avec ce choix-là. Carter George. Alors, je suis toujours curieux de savoir comment va Greentree. Bien, Greentree, l'année passée, a eu vraiment une éclosion totale dans la Ligue junior de l'Ontario avec 119 points. Bon, il y en avait quand même eu 90 à son année de repêchage à 17 ans. 90 points à 17 ans dans la Ligue junior de l'Ontario pour un gars de 6 pieds 2, 216 livres, c'est quand même... il y a 216 livres à 17 ans. Oui, mais tu avais des doutes quand même. Moi, j'avais des doutes. Et voilà. Là, cette année, ça s'est calmé un peu. Il y a 28 points en 20 matchs.
Mais ça, est-ce qu'on va le voir au championnat junior mondial? Probablement. Regarde, on va juste expliquer un petit peu la baisse de régime, là. Souvent, qu'est-ce qui arrive à l'âge de 19 ans, c'est qu'à un moment donné, quand les joueurs sont retournés par les équipes juniors, et c'est peut-être la dernière année qu'un gars comme Greentree va être retourné aux juniors à 19 ans, on va l'envoyer dans la Ligue américaine. Mais pour cette année, souvent, les directeurs de développement vont dire aux joueurs, travaille sur tel aspect de ton jeu, tel aspect de ton jeu. Ouais. Et c'est plus nécessaire que tu fasses 120 points. On le sait que tu es capable de faire des points. Et c'est ça qui fait que des fois, de l'âge de 18 à 19 ans, il y a une baisse de régime. C'est pas parce que le joueur est moins bon. Moi, je vois un joueur de milieu d'alignement à Greentree. Je vois pas un top espoir de ce côté-là, malgré tout ça. Je pense pas qu'il y ait nécessairement rien d'élite chez lui qui fait en sorte que dans la LNH, il pourrait devenir un joueur, nécessairement un joueur vedette. Donc, il domine à cause de son physique. Parce que les gens vont tout le temps, certains vont se demander, oui, mais il produit dans les rangs juniors, pourquoi pas? Fait que c'est une question de physique. Il y a la vitesse d'exécution aussi. Il y a toutes sortes de facteurs. Puis ça, c'est difficile. C'est tellement difficile à expliquer. Des fois, c'est juste un feeling que tu as quand tu vois jouer le gars. Je sais qu'à un moment donné, quand tu es recruteur, il faut que tu mettes des choses sur papier. Il faut que tu expliques tes évaluations. Mais des fois, il y a des joueurs que je vois jouer, puis je me dis, lui, il manque quelque chose pour la Ligue nationale. Est-ce que je suis capable nécessairement de le verbaliser à 100%? Non. Mais Greentree, moi, je pense, va jouer dans le national, mais jouer un joueur de milieu d'alignement malgré les stats ronflantes dans le junior. Pour répondre à la deuxième partie de la question, non, malheureusement, Alex, je ne sais pas si tu es partisan des Kings. Je présume que tu es partisan des Kings. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté des Kings. C'est une équipe qui est à maturité. Je crois que c'est une bonne équipe, mais ce n'est pas une grande équipe. Et, comment dirais-je, ça va prendre des miracles de Ken Holland pour amener cette équipe-là à la Coupe Stanley dans les prochaines années. Et ça qui n'arrivera pas. On passe le message à Greg Langto aussi, qui est probablement le plus grand fan des Kings de Los Angeles au Québec. Oui, et de Brent Clark. Je crois qu'ils sont un de ses joueurs préférés. Mais pour en revenir à Greentree, un poids comme ça à 17 ans, vous pensez pas... Est-ce que les gens dans l'équipe font pas comme un... monitorent pas son taux de gras? Non, mais il est peut-être costaud aussi. Là. Oui, il est costaud. C'est toute une pièce à 17 ans. C'est toute une pièce. Mais il est costaud. Mais ça, tu as raison. Parce que des fois, il y a des gars qui arrivent à 230, 240 livres. On parle de Eden Belchetz qui va arriver dans la Ligue nationale. Écoute, il a 16-17 ans. C'est un gars de 240 livres. Il faut que tu fasses attention que, oui, il y a une surveillance qui doit être faite pour pas que le gars devienne un gars de 270 livres. Slavkovski a perdu du poids en passant. Hein? Ça, il le fallait. Il est arrivé à 240. C'est pas bon, ça. Parce que tu dis, si à 17 ans, tu as 240, qu'est-ce que tu vas être à 27? Mais tu peux pas être aussi agile à 240 livres aussi. Voilà, c'est ça. Exactement. Une question de Pierre-Alexandre Côté. Question qui fera plaisir au gardien de but, Pag. Voilà, oui. Que pensez-vous? T'es gardien de but, Pag? Ben oui. Ah, je ne savais pas ça. Que pensez-vous? Tu ne l'as pas assez dit. Bon. C'était parfait, Chico. T'as pas besoin d'ajouter. T'as rentré le poignard, t'as pas besoin de le tourner. Que moi. C'est plus fort que moi, je l'aime, Tu t'attaques au peuple. Non, je m'attaque pas au peuple. Non, Retire ta phrase. Retire. Je retire la phrase. Voilà. On reprend Pierre-Alexandre. Oui. Que pensez-vous du début de saison de Jasper Wallstedt? Croyez-vous que c'est seulement éphémère ou bien sa carrière pourrait bien être lancée pour de bon? Sous question, advenant que ses performances restent dans ses standards, comment croyez-vous que le Wild va gérer l'utilisation de ses deux gardiens, un tandem 50-50 ou bien on ira avec le gardien le plus performant? Gros espoir, ça, Wallstedt. Oui, Jasper Wallstedt qui a été choisi par Minnesota suite à une transaction qu'ils ont faite avec les Oilers d'Edmonton. Qui n'avait pas besoin de pour gardien. Grimper de 2 rangs. Et les Oilers ont décidé de passer par-dessus Wallstedt. Il n'y avait pas besoin de gardien. Probablement parce qu'à Edmonton, on se disait, un gardien de but, ça prend 5 ans à développer. On est dans un créneau là, de succès à venir. Et puis, mais de reculer de 2 rangs. Là, reculer de 2 rangs, je crois que c'était complètement ridicule. Wallstedt a quand même eu une carrière, un début en dents de scie dans la Ligue américaine, mais là, cette année, l'échantillon est très petit, mais il joue très bien. Est-ce qu'il s'est lancé pour de bon? Dans le cas des gardiens de but, Pag, tu me connais, c'est long pour moi avant de vraiment les canoniser, mais Wallstedt était un solide espoir à la base. Et savez-vous à qui j'ai prédit le trophée Vézina?
Philippe Gustafsson. Oh non. Oh mon Dieu. OK. Mais c'est peut-être Wallstead qui va remporter. Tu auras la bonne équipe. Et comment ils vont gérer? Ben écoute, une équipe, le Wild va très bien en ce moment. Je pense qu'on va toujours y aller avec le gardien le plus performant. Et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils en ont deux. Alors tant mieux. S'il y en a un moment donné qui a une baisse de régime, ils mettent l'autre. Un peu comme Montembeau et de Wesh. Mais Wallstead, Je fais du geste. sa fluidité est impressionnante. Là. Fait que Oui. il va bien vieillir, il va bien se développer, c'est sûr et certain. Oui. Il est extrêmement agile. Fait que- Je suis d'accord avec toi, 100%. Samuel Lamoureux. Je pense qu'il y a un facteur pouvant Je pense qu'il y a un facteur pouvant faire dérailler une reconstruction qui n'a jamais été mentionné par le Snake. Il s'agit de la surperformance de certains joueurs lors de la dernière année de leur contrat, ce qui force des clubs à surpayer des joueurs et à débalancer leur masse salariale. Jeff Skinner, qui compte 40 buts avec les Sabres en 2019 par exemple, et qui signe un contrat de 9 millions après, cela peut miner des reconstructions, je pense. Je suis pas d'accord. Ah! Non. Pas dans le cas. En fait, j'en ai jamais parlé. Samuel a raison. Mais pas dans le cas de Skinner, qui a coûté un choix de deuxième tour et Cliff Pugh. Fait que Buffalo n'était pas coincé par sa masse salariale. Pour moi, cet exemple-là n'est peut-être pas bon, mais je comprends le point de vue aussi qui peut être bon dans d'autres cas. Oui, mais Mathias, ils l'ont quand même racheté. Ouais. Mais c'est pas un club qui était coincé par la masse. Non, il n'était pas coincé par la masse. Mais Ça a je juste comprends coûté le cher à principe de Pegula. Samuel, c'est que si à un moment donné, Buffalo avait décollé, puis que là, il y avait eu des joueurs à payer, Ouais. ça aurait pu être plus compliqué à cause de ça. Ça aurait pu. Alors moi, je suis d'accord avec l'idée de Samuel que c'est vrai qu'en dernière année de contrat, il y a des joueurs à un moment donné dont la performance monte en flèche. Et là, tu te dis, OK, ils ne feront plus jamais ça, mais on n'a pas le choix de les payer. Mais je répète ce que j'ai dit tantôt à Thomas. Si je challenge le serpent, je vais challenger Samuel. Moi, je pense pas que c'est ça qui fait dérailler une reconstruction. Moi, je pense que ça peut être un élément qui peut te mettre dans le trouble côté plafond salarial parce que tu n'as pas le choix de signer le joueur, mais en même temps, tu sais que tu vas le surpayer puis que ça pourrait te nuire éventuellement dans ta gestion. On verra dans les prochaines années si ça arrive, mettons, aux Canadiens, aux Sharks, aux Ducks, les équipes qui sont T'essayes-tu sur de le te monde. bâtir une armée, là, pièce par pièce? Là? T'es rendu avec Non, mais j'aime son commentaire. Thomas, puis t'as c'est vrai que j'en ai Samuel. jamais Là, hein? parlé Tu vois, moi, de tu ça. veux essayer de grossir une armée Non, pour non. compétitionner le PAG. Ben, je pense qu'au-delà de surpayer à cause de la dernière année de contrat, je pense qu'il y a certains clubs qui payent des taxes du fait qu'ils sont Buffalo. Buffalo, pour faire la rétention des joueurs, ils vont être obligés de payer plus cher qu'à Montréal où il y a des rabais parce que le monde veut jouer à Montréal. Ouais. Est-ce que tout le monde veut jouer à Montréal? Je pense que oui. De plus en plus. Oui, plus qu'avant. Parce Plus qu'il y a eu un qu'avant. bout de temps, c'était pas le cas. Ouais. Ben là, qui veut jouer à Buffalo avec la façon dont c'est mené? Parce que Buffalo, Ouais. tu parleras d'anciens joueurs quand ça allait bien, là. Ils sont pas au centre-ville de Buffalo, là. Le coin où Ouais. ils vivent, c'est très bien. Quand l'équipe gagnait, c'était correct, là. Mais c'est juste que là, l'organisation est... Regarde, on parle, tu as vu Martin Necas qui a signé son contrat, mais Martin Necas, c'en est un exemple de gars qui, à sa dernière année de contrat, produit énormément, avantagé aussi par le fait qu'il joue avec McKinnon. Alors, est-ce qu'éventuellement, un Martin Necas, à ce salaire-là, pourrait coincer l'Avalanche? Oui, mais ils sont pas en reconstruction. Ils sont tu pas en comprends, ouais. construction, mais en fait. En fait, le point qui est bon avec Samuel, c'est que ça peut dérailler la décroissance d'une Oui. équipe en reconstruction. Bon point. Voilà. Je Bon pense point. que là, on a un deal. Bon point. Samuel, on Bon a un point. deal? Oui. C'est ça. Philippe, alors, amusons-nous un peu. Mathias et le serpent version edmontonienne. Simon est en cérébral et Mathias fafane de son club. Non, mais c'est ça, regarde, là, il continue. C'est parce que, à C'est force... pas moi qui l'écris. Oui, mais c'est parce que toi, à force de répéter des mensonges, comme certains politiciens qu'on connaît, ça rentre comme une vérité. Alors qu'on a les exemples de Mooney, de Age, de Mailloux et compagnie. Mais bon. Je te l'ai déjà dit, Mathias, poursuivons. Mooney, Age, mais c'est pas des décisions clés. Poursuivons. Mais quand t'es, par exemple, dans le Slavkovski puis dans le Reinbacher... Reinbacher? là, par exemple, Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis plus inquiet que toi. Là, ça va un peu mieux. Non. t'es Tu plus continues à inquiet. répéter. T'es plus inquiet que moi, mais t'as tort. T'as Tu- tort d'être plus inquiet que moi de Reinbacher. Je parlais pas de Tatar, là. Je parlais de Reinbacher. Pas lui aussi. Pas lui Fait que aussi. là, arrête là, de me mettre dans une chaise. qui- Anyway, Philippe te traite de fafane et c'était pas moi qui l'a dit. Ben non, mais c'est toi qui as choisi la question, pareil. Ben moi, je pose Ah la oui, c'est question ça. parce que elle est bonne la question. Écoute, c'est de la désinformation, Oh. c'est de la manipulation de l'information. Ben oui, je suis bon des faits alternatifs. moi. Ah oui. Bon.
OK, je reprends la question parce que ça vaut la peine de Ah oui, jouer le jeu. répète-la. Ah oui, ah oui. Amusons-nous un peu. Mathias et le serpent version edmontonienne. M'amuse pas pantoute. Simon étant cérébral et Mathias partisan de son club. Voilà. Comment gérer la grogne? Comment rester objectif avec l'état-major? Faites-vous table rase ou un échange à la Herschel Walker avec Draisaitl ou même McDavid? Ouais, ça, c'est une bonne question. Je pense qu'à ce moment-là, McDavid, oui, là, en ce moment, il y a un contrat en or. Après cette année, il y a 2 saisons à 12,5 millions, alors qu'il est encore jeune, il a 27 ans. Je pense que, pas 27 ans, 28 ans, je pense que il y a encore une excellente valeur. La question est de savoir, est-ce qu'Edmonton a ce qu'il faut pour aller gagner la Coupe dans les 3 prochaines saisons où McDavid est encore sous contrat? Ou est-ce qu'ils ont le matériel nécessaire pour aller chercher ce qu'il faut? Est-ce qu'ils ont le DG? Ça, on le sait que c'est non, là. Mais on va dire que c'est Mathias et moi qui run le club, là. Là, la poule pas de tête, elle peut parler aussi, là. Ouais. Commence par échanger Bouchard, qui a une valeur. Pour Même aller à chercher. 10,5? Ben, il y a quelqu'un qui va aller chercher. OK. Il y a un nono qui va aller chercher. Tu vas chercher quelqu'un d'un peu moins offensif, mais plus... Tu sais, il y a tout le temps moyen de prendre des décisions intelligentes. Ouais. Mais ils n'ont pas le DG en ce moment pour faire ça. Tu sais, tu peux solidifier. Pourquoi ça n'a pas été solidifié devant le filet? Ta défense est... Là, je sais que tu es pris avec Nurse, mais Draisaitl et McDavid peuvent encore t'aider 5-6 belles années. Ouais. Regarde, essaye de... Mais il y a aussi le fait que, par contre, dans ton analyse, Mathias, si tu décides de faire ça, ou tu perds McDavid pour rien dans 2 ans si ton plan n'a pas marché, ou tu es obligé de leur signer à un prix de fou pendant 7 ans, à peut-être 20 millions par année. Ouais. Puis là, tu t'en vas dans le mur pour les 10 Tu prochaines veux-tu que Stan Bowman échange Connor McDavid? Regarde. Hein? Veux-tu que ce gars-là Ouais. échange Connor McDavid? Ouais, c'est ça le problème. Il va aller chercher quoi? Ouais, Des gars surévalués. c'est ça. Jordan Dubé, 24-2. Ben, Jordan Dubé, on avait compris. Simon, Jordan Dubé, correct. Non, c'est pas drôle, Mathias. Non, mais Jordan Dubé... Tu méprises les nicknames des gens. Jordan Dubé, il n'est pas le seul au Québec Mais je pense qui que est c'est abonné pas de sur sa YouTube. Ah, c'est parce que c'est l'affaire de... Non. Des fois, sur t'as KO, t'as même les trucs, là, oui. des fois, c'est un mélange KO YouTube. Ok, je vais arrêter à un moment donné, Ouais. là. Tu sais, il s'appelle Jordan Dubé, puis il rajoute 2-4-2. Bon, ton armée est rendue à 3. C'est pas pire. Non, mais Il tu sais, était à 10 000. Il était à 10 000. moi, j'étais bien Snake 70, tu sais, sur ton Ah blog. oui, mais là, Bon. regarde, tu t'appelles-tu Snake 70 sur le balado? Ah, ça s'appelle-tu Mathias et le serpent 70? Ou ça s'appelle Mathias et le serpent? Ben ouais, mais il y a juste un. Ben oui, mais. Faudrait racheter un tape comme Free Pack pour le prochain épisode. Free Snake. Je sais que tu n'aimes pas te fier à des clips à clics sur les réseaux sociaux, mais je viens de découvrir un jeune de 15 ans, Joey Cullen. Est-ce que tu peux analyser un peu son jeu et me parler de lui? Mais t'en as parlé, non? Non, Ah non, j'ai c'est un parlé autre de Cullen. Wyatt Cullen. Ah. Et c'est pour ça que j'avais dit, Son parce, petit frère. parce que tu n'écoutes pas, que Matt Cullen avait également un autre joueur, un autre fils qui était en train d'attirer l'attention. Alors, né en 2010, écoute, Joey Cullen, j'ai pas 1000 visionnements de ce gars-là, alors c'est sûr que je peux pas te faire une analyse complète comme je peux faire avec, mettons, Wyatt. Sauf que c'est un joueur en ce moment qui joue aux États-Unis, qui est extrêmement habile offensivement, mais c'est sûr que le calibre n'étant pas très fort, ben, c'est dur de dire si ça va se poursuivre, mais la question est de savoir où est-ce qu'il va jouer l'année prochaine. En ce moment, il fonctionne au rythme de plus je pense que c'est 2,5 points par match dans l'État du Minnesota. Est-ce qu'il va aller jouer dans la WHL l'an prochain? Si c'est le cas, je pense que ça pourrait être intéressant. S'il reste aux États-Unis, on présume qu'il va aller dans la USHL. Est-ce qu'il est meilleur que son frère Wyatt au même âge? Comme je t'ai dit, de ce que j'ai vu de Joey Cullen, en ce moment, oui, mais ça peut changer. Wyatt a 17 ans, Joey a 15 ans, mais c'est la prochaine famille, je pense que c'est la prochaine famille royale du hockey, peut-être. Bon. Pag, tu sais quand on est rendu un vieux couple, là,
quand ta douce moitié te dit « Oui, mais toi, t'écoutes pas. Ouf. » Là, ça, on est un vieux couple, officiellement. En passant, juste pour finir sur Colin, il a été repêché en première ronde au 20e rang par Victoria dans la Ligue de l'Ouest. Parce qu'eux autres, dans la Ligue de l'Ouest, on le rappelle, ils repêchent les joueurs après leur saison de 14 ans et non de 15. Est-ce qu'il va venir l'an prochain à suivre? C'est tout le temps qu'on a, je pense. Ah oui, parfait. Ouais. On a notre 40 minutes de Bonnie, avec des jeux de mots, des blagues, des soubresauts, des points d'exclamation, des soupirs. Simon Snake-Boisvert, 70, merci. Ouais, honnêtement, je suis épuisé. Pierre-Alexandre Girard, 10,82, 3. Merci beaucoup. Vous m'épuisez, les gars. Vous m'épuisez. On va te remettre dans ta petite cage. Dans 2 semaines, ça va être le congé des fêtes. Ça va tellement faire du bien d'être on va t'écrire à chaque jour. Non, il va nous écrire. Non, j'écris pas, j'appelle pas, je parle pas. J'ai besoin d'un break. Ciao les boys, bonne semaine. Ouais. Bonne semaine à tous les auditeurs. Merci de nous écouter. Et de nous endurer. Ouais.